Bonsoir à tous, merci d'être venus en nombre. Je vais demander à Bernard Stiegler de bien venir là où il préfère, soit sur une des chauffeuses, soit au pupitre, c'est comme vous le préférez. Juste deux petits mots sur cette soirée. Elle est conçue en 3 séquences. Une première où Bernard Stiegler a carte blanche. Il évoquera une série de problématiques très librement pendant une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Après quoi, nous avons prévu 2 tables rondes, plus centrées sur l'entreprise et les problèmes managériaux que pose le télétravail, le travail à distance, les centres de coworking. On reparlera de tout ça avec les témoins qu'a évoqué Jean-Claude Allaire tout à l'heure. Sans plus tarder, Bernard Stiegler, je vous laisse la parole et je vous surveille de très près. Merci beaucoup. M. Allaire vient de parler des conditions technologiques qui transforment sans arrêt les sociétés. Et depuis la fin du XVIIIe siècle, les transforment de plus en plus rapidement. Au XXIe siècle, les transforment de façon presque, aux yeux de certains en tout cas, presque insoutenable. Qui fait qu'il est difficile de penser, d'anticiper, de ne pas vivre dans l'extrêmement court terme. Le sujet qui vous occupe aujourd'hui, c'est principalement la question du travail à distance, mais ce que je me suis proposé de faire, c'est de recadrer cette question, d'inscrire cette question dans un cadre plus ample. Ou d'abord, je voudrais poser ce qu'on pourrait appeler une crise du travail. Une crise du travail qui n'est pas exactement la même chose que la crise de l'emploi. Le travail et l'emploi sont aujourd'hui généralement appréhendés comme des synonymes, mais je pense que il y a aujourd'hui un processus qui est en train de se développer, qui en fait se développe depuis une trentaine d'années, et tous ceux qui s'intéressent au numérique savent que ça s'est engagé surtout dans le domaine de ce qu'on appelle le logiciel libre, ou plus généralement les démarches open source, et qui consiste à problématiser un rapport au travail qui n'est plus celui qui a été forgé au cours du XXe siècle. Nous sommes dans une vaste crise économique qui s'est déclarée et brutalement manifestée aux yeux de tous depuis 2008, principalement comme une crise financière. Personnellement, je ne crois pas que ce soit essentiellement une crise financière. Je pense que cette crise financière est en fait le symptôme d'une crise beaucoup plus complexe. Et cette crise qui donc, se déroule depuis maintenant 5 ans sans perspective de résolution à court terme, d'ailleurs pour ce qui concerne l'Europe, c'est une crise du consumérisme. Ou plus exactement, pour parler dans un langage plus rigoureux, une crise de ce qu'on appelle le consumer capitalism. Je veux insister un tout petit peu sur ce point parce que, vous le savez bien, qu'on appelle le consumérisme ou le capitalisme consumériste, il s'est forgé au début du XXe siècle aux États-Unis. Il a d'abord été pensé surtout par Henry Ford, c'est-à-dire comme un modèle d'organisation du travail basé sur une organisation scientifique du travail, les travaux de Frédéric Taylor, tout le monde sait cela. Il s'est aussi articulé sur une théorie du marketing, enfin le début d'une sorte de théorisation, d'élaboration d'un discours du marketing à travers quelqu'un qui est infiniment moins connu, qui s'appelle Edward Bernays, qui était un homme de l'ombre, qui était le neveu de Freud. Il a été théorisé presque au même moment par Schumpeter, mais Schumpeter a écrit, l'économiste Schumpeter, qui a écrit de nombreux livres et qui n'a pas cessé de remettre sur le métier cette problématique et qui a développé ce concept que tout le monde connaît, qui s'appelle la destruction créatrice, qui a mis l'innovation au cœur du développement économique. Et puis ensuite, ce modèle qui n'a pas trouvé tout de suite sa vitesse de croisière, loin de là, qui a rencontré de très très grosses difficultés, puisque la crise de 29 n'est pas totalement étrangère à la difficulté de ce modèle à se mettre en place. Eh bien, ce modèle a fini par conduire à Roosevelt et ce qu'on a appelé le New Deal, le keynésianisme, une certaine conception social-démocrate, disons, à l'américaine,
qui s'est ensuite disséminé dans le monde entier. Et ce modèle a très bien fonctionné. Le modèle a très bien fonctionné, il a fonctionné sur une base, c'est ça que je voudrais vous dire pour commencer, qui a été finalement, à mon avis, assez peu pensée jusqu'à maintenant, qui est une base de décapacitation, de désindividuation, de déresponsabilisation, de perte de savoir. J'emploie des mots un peu brutaux, un peu excessifs, peut-être penserez-vous. Je vais m'en employer un autre qui a été employé par le journal Le Point, qui attend d'ailleurs quelques éléments de cette rencontre aujourd'hui, on m'a dit, l'incapacitation. Le Point avait fait un titre qui ne portait pas sur le monde économique, sur le monde politique, tous incapables, point d'interrogation. J'emploie ce terme d'incapacitation parce qu'il renvoie à un autre terme qu'on emploie rarement en français, qui est d'ailleurs un terme qui n'est pas français à proprement parler, un néologisme, c'est la capacitation. C'est un terme qui est employé par un économiste très connu, très important, prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui soutient que le grand problème des sociétés contemporaines, c'est qu'elles ont détruit les capacités, ce qu'il appelle les capacités. Les capacités sont les savoir-faire, les savoir-vivre et les savoirs théorisés. Et qu'il est temps de reconstruire l'économie sur une base de ce que j'appellerais une recapacitation. Si je parlais dans un langage de 1776, et celui de Adam Smith, je citerai ces passages où Adam Smith dit, vers la fin de La richesse des nations, le problème que rencontrera le développement, c'est la perte de qualification et de compétences des individus à cause des machines, et pas seulement des machines, des appareils techniques qui vont de plus en plus capter ces compétences, qui posera, disait-il, des problèmes, en particulier avec les ouvriers, qui seront très très démotivés, ils ne seront plus des ouvriers à proprement parler, et qu'il faudra, pour les contenir, il faudra trouver des techniques nouvelles, et en plus, disait-il, il faudra les éduquer par ailleurs. Et donc en 1776, peu de gens le savent, mais c'est très important, Adam Smith prescrit un enseignement public qui vient compenser les effets du travail ainsi conduit vers des processus d'incapacitation par l'articulation du travail sur le fonctionnement de la machine et des appareils techniques. Et puis, évidemment, le marxisme a théorisé tout cela sous un nom qui a été très bien connu, qui s'appelle la prolétarisation, mais qui, ce nom, a été utilisé, je dirais, dans des contextes idéologiques par les marxistes, mais qui décrit en fait ce que décrivait déjà Adam Smith. Et si je vous parle de... Et donc aujourd'hui, Amartya Sen appelle ça l'incapacitation, un langage fort différent des marxistes, avec des finalités très très différentes aussi. Mais depuis 1776 jusqu'à aujourd'hui, ce problème est posé, et ce problème qui est posé, en fait, est rarement traité, pour ne pas dire qu'il ne l'est jamais. Cependant que, de nos jours, et depuis 20 ou 30 ans, d'abord dans le champ de l'économie numérique, on a vu apparaître, donc, des modèles d'organisation du travail très 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 différents, qui ne reposent plus sur ce qui structurait le Fordisme, et en l'occurrence, l'opposition entre production et consommation. La société consumériste qui s'est développée au XXe siècle s'est développée essentiellement par la généralisation de ces pertes de savoir. Par exemple, le consumérisme tel que Edward Bernays a commencé à le penser à partir de 1929, c'est un modèle qui repose sur l'idée que les façons de vivre des individus, les comportements de consommation en particulier, ne doivent plus être produits par les individus eux-mêmes, mais par des cabinets, qu'on va appeler plus tard les cabinets de marketing, et qui vont prescrire des modèles comportementaux en utilisant de plus en plus les industries culturelles, la radio, le cinéma, la télévision, aujourd'hui les réseaux numériques. Le problème est que ces processus-là conduisent à des sentiments qui deviennent négatifs. Une enquête très très importante a eu lieu en 2007, un an avant la crise de 2008, que vous n'avez peut-être pas entendu parler. Le seul journal qui en ait parlé en France, c'est Courrier International. Et c'est une enquête très très importante qui montre que 81% des Américains considèrent que le modèle consumériste est devenu toxique pour eux, pour leurs enfants, pour l'Amérique, etc. Le pays du monde le plus consumériste, qui a inventé le modèle consumériste, est aujourd'hui très majoritairement, disons, dans le désenchantement du consumérisme.
Max Weber avait déjà annoncé ce processus de désenchantement, donc ce n'est pas quelque chose de totalement surprenant et inédit, mais néanmoins c'est frappant. Vous savez peut-être qu'en 2004, la grande distribution française a commandité un audit, enfin pas un audit, une étude, un grand cabinet marketing américain, IRI, qui a montré la grande distribution demandait cette étude parce qu'il y avait des baisses de consommation inexplicables avec des modèles économiques classiques. Et donc c'est le cabinet IRI qui fait cette étude et qui a dit en fait les consommateurs commencent à avoir le blues de la consommation. Ils consomment toujours, mais ils consomment par addiction, par dépendance, plus du tout par conviction. Et puis la même année, Télérama a diffusé une enquête que je suis toujours parce que j'ai été pendant 5 ans directeur général de l'INA. Je suis philosophe, mais je suis aussi chef d'entreprise. J'en ai créé, j'ai créé des startups aussi, moi, qui marchent toujours. Et cette enquête a montré, de Télérama, que 56% des Français, en 2004, déclaraient qu'ils n'aimaient pas la télévision qu'ils regardent. Plus tard, il y a eu des manifestations qui ont coûté cher à Alain Juppé. Non, pas Alain Juppé, je vous dis une bêtise, excusez-moi, à Philippe de Villepin, contre le CPE. Manifestation assez importante, assez massive, avec beaucoup de jeunes dans la rue, comme on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Et moi, j'ai donné des interprétations de ces manifestations. J'ai dit, ils ne sont pas contre les mesures que propose le gouvernement, à proprement parler, ils sont contre le fait qu'on leur propose de l'emploi alors qu'ils veulent du travail. J'insiste sur ce point, parce que, par ailleurs, je viens de vous le dire, j'ai été directeur général de l'INA. Quand je suis arrivé à l'INA, c'était en 1996, j'ai découvert 70 personnes, c'est 1000 personnes l'INA, à l'époque, 70 personnes qui étaient des développeurs informatiques, qui travaillaient tous en logiciel libre. Donc je suis allé les voir en disant, vous savez, le logiciel propriétaire, ça me permettrait de poser des brevets, etc. Bon, on m'a dit tout de suite, on vous prévient, si vous faites ça, c'est la grève immédiate. Donc ça m'a un peu calmé, et puis j'ai essayé de creuser le sujet, je les ai regardés, j'ai regardé comment ils travaillaient. Je connaissais le logiciel libre de réputation, mais je ne l'avais jamais fréquenté, l'équipe qui développe le logiciel libre. Et je me suis vraiment penché sur le sujet, j'ai passé plusieurs mois à essayer, avec mes moyens limités, d'expertiser un peu la question. J'ai aussi consulté, bien sûr. Et puis finalement, j'ai maintenu le logiciel libre. Pas par crainte d'une grève, mais parce que je me suis très vite convaincu qu'ils avaient bien raison de fonctionner dans ce modèle-là. Le problème que j'avais à l'INA, avec ces ingénieurs, c'était, pour respecter le droit du travail, de les faire quitter leur bureau. Ils ne voulaient pas partir du travail. J'avais d'autres problèmes avec d'autres gens sur d'autres modèles qui, eux, j'avais du mal à les faire venir au travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des choses sont apparues au cours des années 80 essentiellement, qui se sont beaucoup développées dans les années 90, parce que c'est très très lié au réseau numérique, et qui ont permis de faire apparaître des nouveaux processus d'organisation du travail qui ne sont plus du tout fondés sur le modèle fordiste. Le modèle fordiste repose fonctionnellement sur la séparation entre la nécessité de connaître des choses pour produire et la nécessité de ne rien connaître, enfin, d'avoir besoin de rien savoir pour consommer. Si on rentre dans les détails, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et un peu plus riche que cela, mais fondamentalement, l'organisation du XXe siècle repose sur ce modèle-là. À partir des années 80, ça commence, vous le savez, vous connaissez tous cette histoire-là, hein, ça commence au MIT, ça se développe à Berkeley, puis ensuite ça se généralise. Aujourd'hui, c'est la production majoritaire dans le domaine logiciel, hein, ce modèle, pas forcément logiciel libre, mais open source, est majoritaire. Et il est rentable. C'est un modèle qui est fondé sur l'horizontalisation, sur la parité, peer-to-peer, comme on dit, partage des savoirs, et ce que j'appelle l'individuation collective du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces modèles-là, les communautés productrices fonctionnent non pas par une segmentation, une division ultra pointue, ultra poussée des tâches, mais au contraire un partage des tâches. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas d'organisation et pas de hiérarchie, mais il y a quelque chose de véritablement fondé sur le partage du savoir. Et si ces personnels y tiennent tellement, après l'INA, j'étais directeur de l'IRCAM, je me suis retrouvé à nouveau d'ailleurs exactement le même nombre d'ingénieurs, et j'ai retrouvé exactement la même organisation. L'IRCAM est une très très bonne boîte de production logicielle, très connue.
Et aujourd'hui, je dirige un institut qui lui-même fonctionne toujours sur cette base. Ça ne m'empêche pas de travailler avec Microsoft, avec toutes sortes de gens comme ça. Et d'ailleurs, si Microsoft soutient mon activité, c'est parce qu'il veut comprendre un petit peu ces choses-là mieux. Alors, ayant dit cela, je dirais un mot aussi sur ce que, avant de préparer cette réunion, là, enfin, avant cette réunion, d'une petite réunion que nous avions tout à l'heure en préparation, l'un d'entre nous disait, mais il y a aussi le travail non rémunéré. Il faudra qu'on nous parle du travail non rémunéré. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon non rémunérée aujourd'hui. Moi d'ailleurs, je fais beaucoup de choses non rémunérées, mais il y en a de plus en plus, et puis comme vous le savez certainement, parce que tout le monde sait ça aussi, Wikipédia, les modèles wiki d'une façon générale, mais Wikipédia en particulier, dont on dit, je crois, je ne sais plus exactement le chiffre, mais que c'est la quatrième site aujourd'hui, consulté. Beaucoup de gens ils se branchent sur le web, ils se retrouvent directement sur un moteur de recherche qui est souvent Google, presque la plupart du temps, et puis sur Google, ils vont pratiquement toujours directement sur Wikipédia. C'est mon cas d'ailleurs, très souvent. Wikipédia, vous le savez bien, fonctionne sur une base que certains appellent l'économie pollen, c'est-à-dire une base de gens qui travaillent, mais pas du tout contre une rémunération, mais contre une satisfaction personnelle, parfois une reconnaissance, etc. J'insiste sur ce point-là parce que ces gens-là, ils travaillent pour produire du savoir. Et il y a quelque chose de très important que vous savez peut-être, vous avez fait des études classiques, c'est que le savoir, ça vient de sapere, en latin. Le mot sapere, c'est l'origine du mot sapide, c'est-à-dire qu'il y a de la saveur. Le travail, ça donne à la vie sa saveur. Quand je dis le travail, c'est pas forcément le travail salarié, pas forcément le travail économique. Le travail qu'on peut faire avec des amis, travailler, ça veut dire transformer le monde. Et la transformation du monde, ça peut se faire aussi, même à l'église, si vous voulez, ou dans toutes sortes de sphères. Ça produit du savoir-faire, du savoir-vivre, savoir théorique, savoir technique, savoir formel. Et c'est ce qui fait que les gens travaillent. C'est ce que dit Max Weber, d'ailleurs, au début de son livre qui s'appelle L'éthique protestante et l'origine du capitalisme, et l'esprit du capitalisme. Il dit, les capitalistes, ils se sont mis à travailler, pas du tout pour gagner de l'argent. Ils se sont mis à travailler pour suivre les prescriptions des évangiles et pour transformer le monde. Et puis, ils se sont dit, faut gagner de l'argent pour pouvoir transformer le monde. Donc, plus j'ai d'argent, plus je transforme. Je reviens maintenant à Amartya Sen. Amartya Sen est un prix Nobel qui a obtenu ce prix sur la base de travaux dans lesquels il a montré, c'est le point de départ de son analyse, c'est un spécialiste de la grande pauvreté, Amartya Sen, des économies de grande pauvreté. Amartya Sen a montré que au Bangladesh, les gens qui vivent très mal, c'est là que s'est écroulée une maison il n'y a pas très longtemps avec beaucoup de monde, de travailleurs, alors qu'ils sont des travailleurs ou plutôt des esclaves. À mon avis, ils ne sont pas vraiment au travail, ils sont dans l'esclavage. Le Bangladesh est un pays où la malnutrition est très importante, où il n'y a quasiment pas de réseau d'égout, d'eau, etc. Bon, bref, c'est ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. C'est extrêmement difficile de vivre dans ce pays. Eh bien, dans ce pays, le taux de mortalité est moins élevé qu'à Harlem. Et Amartya Sen s'est beaucoup penché sur ce cas-là, et puis toutes sortes d'autres, puisqu'il a documenté ces questions-là dans le monde entier. C'est un économiste indien. Et il a montré que, en fait, si c'en est ainsi, c'est parce que au Bangladesh, on n'a pas détruit ce qu'il appelle les capacités, c'est-à-dire les savoirs. Et que du coup, la société, dans des conditions d'extrême précarité, est plus robuste que la société consumériste de Harlem, c'est-à-dire du nord de la ville la plus riche du monde, qui est New York. Il y a là des choses qui méritent de réflexion et qui posent le problème d'une requalification du travail, au moment où d'ailleurs on parle énormément d'une économie de savoir, d'une industrie de savoir, d'une industrie de la connaissance, et où des modèles comportementaux tout à fait nouveaux sont en train d'apparaître dans le comportement des salariés, en particulier des jeunes salariés, ou pas salariés d'ailleurs, des jeunes auto-entrepreneurs, des jeunes travailleurs,
ceci se profilant sur un horizon qui est celui de ce dont je vais traiter maintenant et qui va me conduire vers la fin de mon intervention, qui est la question de ce que j'appelle l'automatisation généralisée. Nous vivons dans le monde numérique. En fait, le monde numérique a commencé il y a 20 ans. Très précisément, le 30 avril 1993. Quand je dis le monde numérique, je veux parler de la mondialisation opérée à travers le web. Bien entendu, le web a été précédé par l'Internet, etc. Moi-même, j'utilisais l'Internet bien avant que n'apparaisse le web. Mais le web a été une transformation colossale qui fait exploser à peu près toutes les catégories, par exemple, disons, de macroéconomie de la société française. Vous avez peut-être entendu parler du rapport sur la fiscalité qui a été fait par de hauts fonctionnaires sur la fiscalité numérique. Et voilà, le numérique explose la fiscalité française. J'avais été chargé moi-même, il y a 20 ans, par la Commission européenne d'un rapport sur ces questions. On avait déjà identifié ce problème, évidemment, outre la transformation radicale du commerce, tant d'autres choses, etc. Dans le contexte de quoi Google, Apple, Amazon et Facebook, les 4 géants, ont totalement redistribué toutes les cartes du management. Je dis bien toutes les cartes. Pas simplement les cartes de la distribution des livres par Amazon, de la communication en réseau social par Facebook, des tablettes par Apple. Tout est redistribué. Absolument tout. C'est dans ce contexte-là qu'il faut se poser la question du télétravail, qui est un aspect d'une question beaucoup plus ample, qui est la mutation radicale du travail. Contexte dans lequel les gens veulent, évidemment tout le monde veut de l'emploi, mais qu'est-ce que c'est que l'emploi? L'emploi, c'est en fait c'est du pouvoir d'achat. Quand on veut un emploi, c'est parce qu'on veut du pouvoir d'achat. Si François Hollande et Jean-Marc Ayrault veulent qu'il y ait de l'emploi, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait du pouvoir d'achat. Et il se trouve que, par exemple, dans mon équipe actuelle, dans l'équipe que j'avais à l'IRCAM, encore plus, parce que l'IRCAM est mondialement connue, c'est une boîte elle est dans les 10 premières boîtes au niveau mondial, eh bien j'avais des gens que je payais pas bien, parce que l'IRCAM c'est en fait une association d'utilité publique. Nous avons des activités commerciales, etc., mais nous sommes un peu en amont du marché, nous n'avons pas de but lucratif, et je payais pas très bien mes ingénieurs et mes chercheurs. Et très 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 souvent, on proposait à mes ingénieurs des salaires doubles de ce que je leur donnais. Eh bien, ils ne partaient pas. Il n'y avait pratiquement pas de turnover dans cette... Enfin, il y en a du turnover, mais c'est des gens qui s'en vont parce qu'on les pousse un peu à partir pour créer des réseaux. Il y a là quelque chose de nouveau qui se produit, qui ne correspond absolument pas à l'acquisition de pouvoir d'achat. Les gens qui travaillent là, c'est pas du tout pour avoir du pouvoir d'achat, c'est pour avoir du savoir, éventuellement du savoir d'achat d'ailleurs. Du savoir. Ce qu'ils veulent, c'est acquérir du savoir. C'est produire du savoir et en acquérir. J'introduis ce thème pour introduire le problème de l'automatisation. L'automatisation est maintenant en route. L'infrastructure qui était indispensable à la généralisation de l'automatisation s'est implantée, c'est Internet, tel qu'à travers le web, il est rentré dans absolument tous les foyers, toutes les entreprises. Il fonctionne dans tous les pays, y compris en Amazonie. Et il permet ce qu'on pourrait appeler un remote control généralisé, basé sur des technologies de traçabilité des marchandises, traçabilité des comportements, traçabilité des process, etc., etc. Vous connaissez ça certainement mieux que moi. Et ce processus d'automatisation, que d'ailleurs Arnaud Montebourg, qui défend la vieille industrie, etc., mais en même temps qui lance un programme en robotisation, semble vouloir déclencher, et il n'a pas le choix, en tant que ministre chargé de l'industrie, si les entreprises françaises n'apportent pas les organisations allemandes, par exemple, de la production métallurgique par les robots, ou maintenant de Foxconn en Chine qui est en train de mettre massivement des robots à la place de ses employés, l'économie française ne survivra pas. Donc il y a un problème de robotisation. Mais je dirais que la question, c'est pas simplement la robotisation, c'est l'automatisation généralisée qui est en train maintenant de se développer dans la grande distribution. Ça y est, j'ai visité une grande surface en France.
j'étais du côté des Charentes, totalement automatisé, plus aucune caissière, plus de manutentionnaire, etc. Ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. Et ça pose un énorme problème. À savoir que, là, ça n'est pas le modèle fordiste d'organisation, production, consommation dont je vous parlais tout à l'heure, qui fonctionne en opposition fonctionnelle. C'est le modèle de redistribution qui s'est construit autour du modèle fordiste et qui a été finalement, en quelque sorte, stabilisé avec Roosevelt en 1933, là où il a été acquis qu'il fallait de la redistribution, parce qu'il faut, quand on fait des gains de productivité et qu'on produit de plus en plus de marchandises, il faut évidemment essayer de trouver du pouvoir d'achat pour qu'il y ait des acheteurs. Et que la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'automatisation généralisée. Que vont faire les gens qui vont perdre leur emploi? Il y a une question de redistribution, qui est une question de redistribution non plus de pouvoir d'achat, simplement, mais de temps. Je veux dire par là que tout à l'heure, je disais déjà, nous avons évoqué les gens qui travaillent sans monétarisation de leur activité salariée. Une question se pose qui avait déjà été posée par Milton Friedman, qui était pas un gauchiste ni un babacool, mais qui disait il va falloir à terme envisager des modalités de redistribution financière pour permettre à des gens de travailler sans que ce soit inscrit dans une économie interne d'entreprise pour développer ce qu'on appelle des externalités positives de ce côté-là. Alors je pense que la question de l'emploi en télétravail, c'est-à-dire une certaine autonomisation de l'employé par rapport à sa structure, d'abord parce qu'il n'est plus exactement dans les bureaux, pas tout le temps. À mon avis, c'est plus le nomadisme d'ailleurs que le télétravail en tant que tel qui pose cette question. Ça doit s'aborder dans une question beaucoup plus générale d'autonomisation par rapport à l'automatisation qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que je veux dire par là? La question de l'automatisation a été posée en 2008, à la fin de l'année 2008, par un monsieur très connu qui s'appelle Alan Greenspan, lorsque la Chambre des représentants l'a convoqué et lui a dit « Mais expliquez-nous pourquoi vous avez laissé les subprimes se développer, pourquoi vous avez laissé Madoff prendre le contrôle du Nasdaq et faire toutes ces escroqueries, pourquoi vous avez laissé Lehman Brothers s'écrouler, ça fait beaucoup de fautes quand même en quelques années. » Et la réponse de Greenspan, ça a été de dire « Je ne pouvais pas faire autrement, j'y comprenais plus rien et personne n'y comprend plus rien. » C'est entièrement automatique. La financiarisation à travers les technologies de trading automatisé, etc., fait qu'il y a une perte de contrôle du processus. Bien avant cette époque, en 1972, deux bons hommes très importants se sont rencontrés, vous les connaissez évidemment, ils s'appelaient Nixon et Brejnev. Ils se sont rencontrés parce que leurs états-majors leur avaient dit « Vous savez, aujourd'hui, on ne vous garantit plus que le système nucléaire ne va pas se déclencher tout seul parce que les performances des missiles sont telles aujourd'hui qu'on est obligé de déléguer la décision dans des systèmes automatiques. Mais on ne peut pas garantir que le système ne se déclenchera pas tout seul. » C'est pour ça que Nixon et Brejnev se sont rencontrés en disant « Il faudrait peut-être se calmer un peu parce que sinon, ça se déclenchera tout seul. » Le problème que pose Greenspan, dans son système de défense, c'était déjà le problème qui se posait en polémologie nucléaire. Aujourd'hui, ce problème va se généraliser avec un processus de suspension de la prise de décision. Et je ne suis pas sûr que ce modèle soit viable. Alors, ça mérite discussion. Là où, si je vous parle de ça, c'est parce que je crois que là où les gens qui sont en logiciel libre, qui sont des ingénieurs, des gens qui aiment l'industrie, qui sont scientifiques, des développeurs, etc. Là où ils se mobilisent très fortement pour défendre ce modèle, et ils ont bien raison, puisque c'est le plus rentable aujourd'hui, c'est attesté. Y compris Microsoft l'a admis. Microsoft qui a été le grand ennemi pendant longtemps. Eh bien, c'est parce qu'ils pensent que la décision doit être délibérée, c'est-à-dire que ça ne doit pas s'automatiser. Il faut garder des capacités de prise de décision. Sinon, on va dans des processus qui deviennent absurdes, qui produisent énormément de pertes d'adhésion, de démotivation, et à un moment donné, le système s'effondre tout simplement.
Parce que les gens, y compris le système, il s'effondre parce qu'il n'est même plus solvable. Alors l'insolvabilité, on a bien vu comment elle s'est produite avec les subprimes, etc. Mais là, je parle d'une autre insolvabilité. Si on développe une automatisation généralisée, mais que ça fait augmenter les courbes de chômage et qu'on n'a aucune forme de redistribution possible, eh bien le système s'écroule. Il ne marche, il ne peut plus marcher. Ce que je soutiens, moi, c'est que ce qu'il faut redistribuer, c'est pas du pouvoir d'achat, c'est du savoir qui produira du savoir d'achat. Parce que je soutiens que tout ça appelle, et je m'arrêterai là-dessus, au développement de ce que nous appelons, et nous sommes nombreux maintenant à appeler ça, mais c'est Ars Industrialis qui a lancé ce débat en France, l'économie contributive, qui est une économie qui repose beaucoup sur des externalités positives, qui est monétarisée, mais qui n'est pas monétarisée dans l'ensemble de la chaîne de production, qui peut fonctionner des fois sur le modèle, par exemple, des intermittents du spectacle, qui a été, d'ailleurs, le MEDEF, certains membres du MEDEF, au moment où le ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Ayagon, avait dit on va mettre un terme à ce statut, les gens du MEDEF avaient dit non, pas du tout, au contraire, c'est un statut extrêmement intéressant parce que c'est le statut de l'avenir. Bon, je pense que le sujet va revenir. Bon. Pas pour les intermittents du spectacle, mais pour des modèles, pas seulement pour les intermittents du spectacle, mais pour des modèles beaucoup plus ouverts sur le monde industriel. Alors, je crois que cette question se pose, et elle se pose dans la mesure aussi où, qu'est-ce que c'est qu'un savoir? Je vous disais, les gens ils trouvent de la saveur dans le savoir. Savoir jouer aux échecs, savoir conduire sa voiture, savoir élever ses enfants, savoir gérer son entreprise ou faire un métier. Ça donne du goût à la vie, ça donne de l'intérêt à la vie. Mais un savoir, ça se construit par acquisition d'automatismes. Et ensuite, à partir de l'acquisition de ces automatismes, capacité à développer de l'autonomie. Je veux dire par là que, par exemple, pour savoir faire de la géométrie, ou pour savoir parler la langue anglaise, il faut d'abord automatiser son fonctionnement psychique. Et cette automatisation, elle s'acquiert par des exercices, par des pratiques. Parfois, cette automatisation, elle peut être déléguée à une machine. Et la grande question qui se pose dans l'avenir, c'est en quoi l'automatisation déléguée à un système va augmenter l'autonomie des individus ou au contraire priver ces individus d'autonomie. Ça, c'est une question d'organisation du travail. Et d'une organisation du travail qui, à mon avis, doit être beaucoup plus bottom-up, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire partir vraiment d'initiatives individuelles, de la responsabilisation. Mais ça ne veut pas dire, et je termine là-dessus parce que ça c'est votre préoccupation majeure à mon avis, ça ne veut pas dire disparition du top-down, ça ne veut absolument pas dire disparition de l'organisation du travail, ça veut dire re-engineering complet de l'organisation du travail, mais sur un modèle qui effectivement est fondé sur le développement de l'autonomie. Merci Bernard Stiegler. Remarquable exposé.